Imaginez, il est 7 heures du matin. Vous vous levez comme tous les jours, vous allez dans votre salle de bain, vous regardez votre visage dans le miroir. Rien d'inhabituel. Vous vous sentez peut-être un peu fatigué, un peu gonflé autour des chevilles, mais bon, vous vous dites que c'est l'âge, que c'est normal, que ça va passer. Vous descendez, préparez votre café, vous vous installez dans votre fauteuil et la journée commence. Une journée ordinaire, comme tant d'autres, puis, 3 jours plus tard, vous recevez un appel de votre médecin. Sa voix est différente. Il y a quelque chose dans son ton que vous n'aviez jamais entendu auparavant. Il vous dit « Monsieur, vos résultats d'analyse sont revenus. Votre créatinine a fortement augmenté. Il faut que nous nous voyions très rapidement. » Et là, dans ce silence qui suit, dans cet espace entre sa phrase et votre réponse, vous sentez quelque chose se contracter dans votre poitrine. Pas de la douleur. Il y a quelque chose de plus insidieux, de la peur. Vous raccrochez, vous restez assis, vous essayez de vous souvenir. Créatinine. Vous avez entendu ce mot quelque part. Dans une salle d'attente peut-être, dans une conversation entre amis, mais vous ne savez pas vraiment ce que ça signifie. Vous ne savez pas ce que ça implique pour votre vie, pour vos reins, pour votre avenir. Et ce que vous ignorez encore à cet instant précis, c'est que depuis plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, eh bien quelque chose s'est dégradé en silence à l'intérieur de votre corps, sans signal d'alarme, sans douleur, sans aucun signe visible. Que faites-vous à cet instant? Que faites-vous quand la menace est déjà là, qu'elle a déjà commencé son travail de destruction et que vous n'en saviez absolument rien? Je m'appelle le docteur Étienne. Je suis cardiologue et néphrologue, spécialisé dans la santé cardiovasculaire et rénale des hommes de plus de 60 ans, cardiaque avec 30 ans d'expérience clinique derrière moi. J'ai travaillé dans des services hospitaliers, j'ai publié des travaux de recherche, j'ai accompagné des milliers d'hommes à travers des crises que leurs médecins généralistes n'avaient pas anticipées. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de quelque chose que la plupart des médecins n'abordent jamais en consultation. Non pas par malveillance, mais parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui ne figure pas dans les manuels classiques de médecine. Ce n'est pas enseigné dans les facultés, ce n'est pas sur les ordonnances, et pourtant, cela pourrait changer radicalement la trajectoire de votre santé rénale. Saviez-vous que, selon les données épidémiologiques les plus récentes, on a plus de 75% des hommes de plus de 60 ans qui développent une insuffisance rénale chronique n'ont présenté aucun symptôme détectable pendant les 2 ou 3 premières années de la maladie, 75%. Et parmi eux, une grande majorité a reçu un diagnostic tardif, à un stade où les options thérapeutiques étaient déjà considérablement réduites. Non pas parce que le corps n'avait pas envoyé de signaux, mais parce que ces signaux, subtils, discrets, et presque invisibles, n'avaient pas été reconnus à temps. Et parce que personne ne leur avait jamais expliqué ce qu'ils auraient pu faire chez eux avec leurs propres mains, dans leur propre cuisine, pour protéger leurs reins. C'est exactement ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer pourquoi vous, et presque tous les hommes de votre âge, vous avez été mal informés sur la créatinine. Pas délibérément, pas par mauvaise volonté, mais parce qu'il existe autour de ce sujet une série de croyances extrêmement répandues qui sont, je le dis avec tout le respect que je vous dois, profondément erronées. Voici le mythe le plus dangereux de tous. Si mon médecin ne s'inquiète pas, c'est que tout va bien. Messieurs, ce raisonnement est l'un des plus meurtriers que j'ai rencontré en 30 ans de pratique médicale. Et je vais vous expliquer pourquoi en utilisant une image que vous ne pourrez plus jamais oublier. Et imaginez que vous êtes dans votre maison. La nuit, vous dormez. Et pendant que vous dormez, un cambrioleur entre dans votre maison. Mais il n'entre pas par la porte principale. Il n'entre pas en fracassant une fenêtre. Il entre par une petite fissure dans le mur de la cave, une fissure si petite que vous ne l'avez jamais remarquée. Il entre lentement, silencieusement, il s'installe dans votre grenier et il commence à emporter vos affaires, une par une, très doucement, yeux pour ne pas faire de bruit. Et vous dormez. Et vous continuez à dormir. Et le matin, quand vous vous réveillez, vous regardez votre salon et tout semble normal parce que ce qu'il a pris est dans le grenier. Ce que vous ne voyez pas tous les jours, ce dont vous ne vérifiez jamais l'état. Voilà exactement comment fonctionne l'élévation de la créatinine et la dégradation rénale chez l'homme de plus de 60 ans. Le cambrioleur, c'est l'inflammation silencieuse, le stress oxydatif, la déshydratation chronique, les toxines alimentaires. La fissure dans le mur, c'est la perméabilité progressive de vos membranes rénales et le grenier, que vous ne vérifiez jamais, ce sont vos reins. 2 organes extraordinaires situés de part et d'autre de votre colonne vertébrale qui filtrent chaque jour 180 litres de sang, 180 litres, et qui, lorsqu'ils commencent à défaillir,
et ne vous envoient aucun signal de douleur avant d'avoir perdu plus de 50% de leur capacité fonctionnelle. 50%, la moitié, déjà perdue, avant que vous ne ressentiez quoi que ce soit. Voilà pourquoi le mythe du « mon médecin ne s'inquiète pas donc tout va bien » est si dangereux. Parce que votre médecin généraliste, que j'estime et respecte profondément, voit peut-être vos résultats de créatinine dans la fourchette dite normale et ne les commente pas. Mais ce qu'il ne vous dit pas, parce qu'il a 10 minutes par consultation et 40 patients dans sa salle d'attente, c'est que la créatinine est l'un des marqueurs les plus tardifs de la dégradation rénale. C'est un peu comme juger l'état de votre moteur uniquement quand de la fumée commence à sortir du capot. À ce stade, le dommage est déjà bien avancé. Et maintenant, je veux vous raconter l'histoire de deux hommes que j'ai rencontrés dans ma carrière. Il y a deux hommes qui avaient exactement le même profil, exactement le même âge, exactement les mêmes résultats d'analyse au départ, et qui ont eu deux destins radicalement différents, parce que l'un d'eux savait quelque chose que l'autre ignorait. Le premier s'appelait Léon. Léon avait 67 ans quand il est venu me consulter pour la première fois. Grand, costaud, ancien chef d'entreprise, le genre d'homme qui n'a jamais été malade de sa vie et qui en tire une certaine fierté. Il venait de prendre sa retraite, il mangeait bien, enfin ce qu'il pensait être bien mangé. Il buvait son verre de vin le soir, il regardait le foot le dimanche. Une vie tranquille, une vie méritée. Ses résultats d'analyse montraient une créatinine à 122 micromoles par litre, légèrement au-dessus de la normale haute pour son âge, mais dans un intervalle que beaucoup de médecins n'auraient pas commenté. Son médecin lui avait dit « c'est un peu limite, buvez un peu plus d'eau ». Léon était reparti soulagé. Il avait bu un verre d'eau de plus par jour pendant 2 semaines, puis il avait oublié. 18 mois plus tard, Léon revenait en urgence. Sa créatinine était à 280. Ses jambes étaient gonflées. Il avait du mal à uriner. Il se réveillait la nuit avec des crampes tellement douloureuses qu'il ne pouvait plus dormir plus de 2 heures d'affilée. Il avait perdu 8 kilos sans chercher à maigrir. Son visage avait une teinte légèrement jaunâtre que sa femme avait remarquée depuis des semaines, mais qu'il avait attribuée au manque de soleil. Léon avait développé une insuffisance rénale chronique de stade 3, et lors de nos discussions approfondies, il m'a dit quelque chose qui m'a profondément marqué. Il m'a dit « Docteur, si quelqu'un m'avait dit ce qu'il fallait faire, j'aurais fait. Personne ne me l'a expliqué. Personne ne m'a dit que c'était aussi sérieux. Et personne ne m'a dit ce que je pouvais faire par moi-même. » Le second homme s'appelait Yves. Yves avait 65 ans. Retraité de l'éducation nationale, passionné de jardinage, homme discret et méthodique. Ses résultats d'analyse montraient également une créatinine légèrement élevée, à 119 micromoles par litre, presque identique à celle de Léon au départ. Mais Yves avait fait quelque chose que Léon n'avait pas fait. Yves avait cherché à comprendre. Yves avait regardé des vidéos et j'ai lu des articles sérieux. Et surtout, Yves avait pris la décision de modifier certaines choses dans son alimentation quotidienne. Des choses simples, des choses que vous pouvez trouver dans n'importe quel supermarché. Des choses qui, croyez-moi, peuvent bien faire une différence que même certains de mes confrères trouvent difficiles à expliquer, mais que les données scientifiques confirment aujourd'hui avec une clarté croissante. 2 ans après ce premier résultat légèrement élevé, la créatinine d'Yves était redescendue à 102 micromoles par litre, dans la normale absolue pour son âge. Sa fonction rénale s'était non seulement stabilisée, mais améliorée. Son médecin était étonné. Yves lui souriait, la différence entre Léon et Yves ne tenait pas à un médicament miracle, ne tenait pas à une intervention chirurgicale, ne tenait pas à une molécule brevetée que seul un spécialiste peut prescrire. La différence tenait à 5 noix. Là, 5 types de noix que Yves consommait chaque jour, intégrés dans une routine alimentaire simple, cohérente et fondée sur des mécanismes biologiques que je vais vous expliquer maintenant avec toute la précision que ce sujet mérite. Mais avant de vous parler de ces 5 noix, il faut que vous compreniez exactement ce qu'est la créatinine, pourquoi elle monte et pourquoi cette hausse est un signal que vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer. Parce que comprendre, messieurs, c'est la première étape pour agir. Et agir, c'est la seule chose qui protège vraiment votre vie. La créatinine est un déchet métabolique. Elle est produite par la dégradation de la créatine phosphate dans vos muscles. Chaque fois que vos muscles se contractent, qu'ils travaillent, qu'ils consomment de l'énergie, ils produisent de la créatinine. Cette créatinine passe dans votre sang et doit être éliminée par vos reins. Le niveau de créatinine dans votre sang est donc directement lié à 2 facteurs, la quantité produite par vos muscles et la capacité de vos reins à la filtrer et à l'éliminer dans vos urines. Quand la créatinine monte dans votre sang, ça peut signifier plusieurs choses. Ça peut signifier que vous avez mangé beaucoup de viande rouge dans les jours précédents, ce qui augmente la production de créatinine musculaire. Ça peut signifier que vous êtes déshydraté, ce qui concentre votre sang et fait monter artificiellement tous les marqueurs.
Ça peut signifier que vous venez de faire un effort physique intense inhabituel. Toutes ces causes, elles sont temporaires et bénignes, mais ça peut aussi signifier quelque chose de beaucoup plus sérieux. Ça peut signifier que vos reins ne filtrent plus aussi efficacement qu'avant, que leurs petites structures de filtration, appelées glomérules, dont vous en avez environ 1 million dans chaque rein, sont endommagées, enflammées ou sclérosées. Et quand les glomérules ne filtrent plus correctement, la créatinine s'accumule dans votre sang, comme les ordures s'accumulent dans une ville dont les éboueurs seraient en grève. Et avec la créatinine s'accumulent d'autres déchets, des toxines, des acides, des substances qui, à haute concentration, commencent à endommager vos vaisseaux sanguins, votre système nerveux, votre cœur. Voilà pourquoi la créatinine est un marqueur si important. Pas parce qu'elle est toxique en elle-même, mais parce c'est le signe que quelque chose ne fonctionne plus correctement dans l'un des systèmes les plus vitaux de votre organisme. Et voilà pourquoi ce que vous mangez, ce que vous buvez et les substances que vous choisissez d'intégrer dans votre quotidien peuvent avoir un impact direct, mesurable, scientifiquement documenté sur votre niveau de créatinine et sur la santé de vos reins. Parlons maintenant de ces 5 noix. Et quand je dis noix, je ne parle pas uniquement de la noix de Grenoble que vous connaissez. Je parle de 5 fruits à coque, 5 aliments extraordinaires que la nature a mis à notre disposition et que la science moderne a commencé à étudier avec un intérêt croissant précisément pour leurs effets sur la fonction rénale, l'inflammation systémique et le stress oxydatif. La première noix que je veux vous présenter, c'est la noix de Grenoble. Oui, la noix classique. Celle que vous avez peut-être dans votre placard et que vous ne mangez qu'à Noël avec un verre de vin. Messieurs, si vous deviez ne retenir qu'une seule chose de cette vidéo, ce serait peut-être ceci. La noix de Grenoble est l'un des aliments les plus protecteurs pour vos reins que vous puissiez consommer régulièrement. Pourquoi ? Parce que la noix de Grenoble contient une concentration exceptionnellement élevée d'acides gras oméga 3 et particulièrement d'acide alpha-linolénique, l'ALA. Et ces acides gras ont une propriété que les chercheurs en néphrologie ont documentée dans de nombreuses études. Ils réduisent l'inflammation des glomérules, ces petits filtres rénaux que je vous ai évoqués tout à l'heure. Quand ils sont enflammés, ils filtrent moins bien. Quand l'inflammation diminue, leur capacité de filtration s'améliore. Mais ce n'est pas tout. La noix de Grenoble contient également des polyphénols, et notamment de l'ellagitanin, un composé qui, lors de sa métabolisation dans votre intestin, est transformé en urolitine. Et les urolitines, messieurs, sont des molécules dont les études récentes montrent qu'elles ont un effet protecteur direct sur les cellules rénales. Elles aident vos cellules à éliminer leurs déchets internes, un processus appelé autophagie, qui est littéralement le mécanisme par lequel vos cellules se nettoient et se régénèrent. Des chercheurs de l'Université de Californie ont publié des travaux montrant qu'une consommation régulière de noix de Grenoble, entre 4 et 6 cerneaux par jour, était associée à une réduction significative des marqueurs inflammatoires rénaux chez des patients présentant une créatinine légèrement élevée. Significative, ce n'est pas anecdotique, ce n'est pas une coïncidence, c'est de la biologie. La dose que je recommande, 5 à 6 cerneaux de noix de Grenoble par jour, de préférence le matin à jeun ou avec votre petit déjeuner. Pas plus, parce que les noix sont caloriquement denses et que l'excès peut peser sur votre bilan calorique. Mais régulièrement, quotidiennement, sans exception. La deuxième noix est moins connue mais tout aussi puissante. Il s'agit de la noix du Brésil. Cette noix imposante, à l'écorce dure et à la chair crémeuse, est l'une des sources alimentaires les plus riches en sélénium que vous puissiez trouver dans la nature. Et le sélénium, messieurs, est un oligo-élément dont l'importance pour la santé rénale est monumentale et scandaleusement sous-estimée. Le sélénium est un composant essentiel d'une enzyme que votre corps fabrique lui-même, la glutathion peroxydase. Cette enzyme est l'une des principales défenses antioxydantes de vos cellules rénales. Elle neutralise les radicaux libres, ces molécules instables et réactives qui endommagent les membranes cellulaires, altèrent l'ADN, et provoquent l'inflammation chronique que j'ai évoquée précédemment. Or, il est établi que les hommes de plus de 60 ans présentent statistiquement des niveaux de sélénium plus bas que les jeunes adultes. La capacité d'absorption intestinale du sélénium diminue avec l'âge. Et une carence, même modérée en sélénium, est associée à une accélération du déclin de la fonction rénale. Une seule noix du Brésil par jour suffit à couvrir vos besoins journaliers en sélénium. Une seule. Tiens, vous entendez ce que je vous dis ? Un seul aliment, consommé quotidiennement, peut combler une carence qui contribue à la dégradation silencieuse de vos reins. La nature est parfois d'une générosité déconcertante. Attention cependant, ne consommez pas plus de 2 noix du Brésil par jour. Le sélénium est un oligo-élément dont l'excès est toxique, une propriété qu'on appelle en médecine un index thérapeutique étroit. 1 noix par jour, parfait. 5 noix par jour, potentiellement dangereux.
La modération ici n'est pas une recommandation de prudence excessive, c'est une nécessité biologique. La troisième noix est celle que vos médecins vous ont peut-être déjà conseillée pour votre cœur, mais dont personne ne vous a probablement jamais expliqué l'impact sur vos reins. Il s'agit de l'amande. L'amande douce, que vous pouvez acheter entière, émondée, avec ou sans la peau. L'amande est extraordinairement riche en vitamine E, en magnésium et en arginine. Il y a un acide aminé précurseur du monoxyde d'azote. Et c'est précisément cette production de monoxyde d'azote qui m'intéresse ici. Parce que le monoxyde d'azote est un vasodilatateur puissant. Il dilate vos vaisseaux sanguins, y compris les artérioles afférentes qui alimentent vos glomérules rénaux en sang. Quand ces artérioles sont bien dilatées, le débit sanguin rénal est optimal. Et vos reins peuvent filtrer le sang de manière efficace. Quand ces artérioles sont au contraire contractées, sous l'effet du stress, de l'hypertension, du tabac ou de la carence en précurseur du monoxyde d'azote, la pression à l'intérieur des glomérules augmente. Et cette hyperpression glomérulaire est l'un des mécanismes les plus documentés de progression de l'insuffisance rénale. C'est précisément ce que tentent de bloquer certains médicaments antihypertenseurs comme les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Mais l'amande, elle, vous aide à prévenir ce mécanisme en amont, naturellement, et sans ordonnance, sans effet secondaire. La vitamine E de l'amande, par ailleurs, est un antioxydant liposoluble qui protège les membranes cellulaires rénales contre le stress oxydatif. Et le magnésium contribue à réguler la pression artérielle, réduisant ainsi indirectement la charge sur vos reins. Je recommande une petite poignée d'amandes par jour, environ 15 à 20 amandes, de préférence trempées dans l'eau froide pendant une nuit. Ce trempage réduit la teneur en acide phytique de l'amande, un antinutriment qui peut limiter l'absorption de certains minéraux. Les faire tremper la veille et les consommer le matin. Simple, efficace, décisif. La quatrième noix est peut-être la plus surprenante de cette liste. C'est la pistache. Cette petite noix verte, légèrement salée dans sa version commerciale la plus courante, mais que je vous recommande impérativement de choisir sans sel ajouté, est l'un des aliments les plus riches en lutéine, en zéaxanthine et en gamma-tocophérol, une forme de vitamine E particulièrement active sur le plan anti-inflammatoire. Mais ce qui rend la pistache réellement exceptionnelle pour la santé rénale, c'est sa teneur en potassium et en arginine, combinée à un ratio protéines/acides aminés très favorable. Contrairement aux idées reçues, une consommation modérée de pistache n'augmente pas la charge rénale en protéines de manière significative. Au contraire, les études montrent que les acides aminés de la pistache sont métabolisés de manière particulièrement efficace, avec une production de créatinine et d'urée moindre comparativement à d'autres sources protéiques. Il y a également dans la pistache une concentration remarquable de phytostérol, des composés végétaux qui ont la propriété de réduire l'absorption du cholestérol au niveau intestinal. Or, l'hypercholestérolémie, l'excès de cholestérol dans le sang, est un facteur de risque indépendant de progression de la maladie rénale chronique. En réduisant votre cholestérol LDL, les phytostérols de la pistache contribuent indirectement à protéger vos reins de l'athérosclérose des artères rénales. 30 pistaches non salées par jour, voilà ce que je vous conseille. Vous pouvez les intégrer dans vos repas, les grignoter entre les repas, les incorporer dans un yaourt nature. La régularité prime sur la quantité exacte. Mais restez autour de 30 par jour. C'est suffisant pour bénéficier de leurs effets protecteurs sans surcharger votre apport calorique. La cinquième et dernière noix de cette liste est l'une que beaucoup d'entre vous connaissent sous une forme ou sous une autre, mais que peu associent à la santé rénale. Il s'agit de la noix de cajou. Cette noix en forme de virgule, douce, crémeuse, légèrement sucrée, est l'une des sources alimentaires les plus riches en zinc. Et le zinc, messieurs, c'est un minéral dont le rôle dans la santé rénale a fait l'objet d'une attention scientifique croissante au cours des 10 dernières années. Les cellules tubulaires rénales, ces cellules qui assurent la réabsorption sélective des nutriments et l'élimination des déchets, ont une concentration en zinc particulièrement élevée. Le zinc est un cofacteur de nombreuses enzymes impliquées dans la réparation cellulaire et dans la réponse au stress oxydatif. Des études ont montré que les patients atteints de maladies rénales chroniques présentent quasi systématiquement des niveaux de zinc inférieurs à la normale et que la supplémentation en zinc dans cette population est associée à une amélioration des marqueurs de la fonction rénale et à une réduction de l'inflammation systémique. La noix de cajou vous offre ce zinc dans une forme naturelle, biodisponible, accompagnée d'une matrice nutritionnelle complexe qui en favorise l'absorption. La noix de cajou contient également du cuivre, un autre oligo-élément essentiel qui travaille en synergie avec le zinc pour maintenir l'intégrité des structures vasculaires rénales. Et elle apporte des acides gras monoinsaturés, similaires à ceux de l'huile d'olive qui ont des propriétés anti-inflammatoires documentées.
Ma recommandation, une petite vingtaine de noix de cajou non salées par jour. Et ici encore, je dois insister sur ce point, non salées. Et parce que le sodium est l'ennemi numéro 1 de vos reins. Chaque gramme de sel supplémentaire dans votre alimentation augmente la pression à l'intérieur de vos glomérules, contribue à la rétention d'eau, élève votre tension artérielle et accélère la progression de la maladie rénale. Si vous achetez des noix de cajou au supermarché, lisez l'étiquette « zéro sel ajouté ». C'est non négociable. Voilà messieurs, vos 5 noix. La noix de Grenoble, la noix du Brésil, l'amande, la pistache, et la noix de cajou. 5 aliments, 5 protecteurs naturels de vos reins. 5 décisions que vous pouvez prendre dès aujourd'hui, dès ce soir, la prochaine fois que vous irez faire vos courses. Mais maintenant, je dois vous donner quelque chose de plus, parce que ces 5 noix ne fonctionnent pas dans le vide. Elles s'inscrivent dans un ensemble de gestes quotidiens qui, combinés, créent une protection rénale que vous pouvez construire vous-même, chez vous, sans ordonnance, sans pharmacie. Et ces gestes, ce sont les gestes qui sauvent. Premier geste, hydratez-vous correctement, mais intelligemment. Je ne vais pas vous dire simplement « buvez 2 litres d'eau par jour », comme on vous le répète depuis 30 ans. Je vais vous dire quelque chose de plus précis. L'hydratation rénale optimale, chez un homme de plus de 60 ans, ce n'est pas une quantité fixe. C'est une hydratation adaptée à votre corpulence, à votre niveau d'activité, à la température extérieure, et à votre alimentation. La règle que j'utilise en consultation, vos urines doivent être d'une couleur jaune pâle à claire tout au long de la journée. Pas incolore, comme de l'eau, ce qui pourrait indiquer une surhydratation. Pas jaune foncé ou ambré, ce qui est dans le signe d'une déshydratation. Jaune pâle, c'est votre indicateur naturel, gratuit, disponible à chaque passage aux toilettes. Répartissez vos apports hydriques tout au long de la journée. Un verre d'eau au réveil, avant le café. Un verre à mi-matinée, un verre avant le déjeuner, un verre en milieu d'après-midi, un verre avant le dîner, et un dernier verre en fin de soirée, pas trop tard pour ne pas perturber votre sommeil. 6 verres, répartis dans la journée, c'est déjà considérable. Vous pouvez compléter avec des tisanes non sucrées, des bouillons de légumes faibles en sel, de l'eau infusée avec quelques rondelles de concombre ou de citron si le goût de l'eau pure vous ennuie. Ce que je vous demande d'éviter absolument, les sodas, même les versions dites light ou zéro, parce que leurs acides et édulcorants ont un impact négatif sur le pH urinaire et sur la flore intestinale, avec des répercussions indirectes sur la santé rénale. Les jus de fruits industriels, même ceux qui se présentent comme 100% naturels, parce que leur charge en fructose et en sucre rapide favorise l'inflammation systémique. Et l'alcool, en particulier les spiritueux, parce que l'éthanol est un diurétique qui déshydrate vos reins exactement au moment où ils ont besoin d'eau pour fonctionner. Deuxième geste, réduisez votre consommation de protéines animales de manière stratégique. Attention, je ne vous dis pas de devenir végétarien. Je suis médecin, pas idéologue. Je vous dis quelque chose de précis. Chez l'homme de plus de 60 ans présentant une créatinine légèrement élevée, à une réduction de la consommation de viande rouge à 2 fois par semaine maximum et une limitation de la charcuterie, des viandes transformées et des abats est une mesure dont l'efficacité sur la créatinine sérique est documentée. Pourquoi ? Parce que les protéines animales, lors de leur métabolisation, produisent des déchets azotés, notamment l'urée et la créatinine que vos reins doivent éliminer. Plus vous consommez de protéines animales, que plus vous augmentez la charge de travail de vos reins. Et pour un rein déjà fragilisé, cette charge supplémentaire peut faire la différence entre une fonction stable et une progression vers l'insuffisance. Remplacez partiellement vos apports protéiques animaux par des légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots. Ces légumineuses apportent des protéines végétales dont le profil métabolique est beaucoup plus favorable pour les reins. Elles apportent également des fibres prébiotiques qui nourrissent votre microbiote intestinal et un microbiote sain est aujourd'hui reconnu comme l'un des facteurs protecteurs de la santé rénale. C'est ce qu'on appelle l'axe intestin-rein, un champ de recherche en pleine expansion qui révolutionne notre compréhension de la néphroprotection. Troisième geste, marcher. 30 minutes par jour, un rythme modéré, pas une course, pas un effort intense, mais une marche régulière, idéalement en plein air. La marche améliore la circulation sanguine rénale, réduit la tension artérielle, diminue la glycémie postprandiale et active des mécanismes anti-inflammatoires systémiques que même les médicaments les plus sophistiqués peinent à reproduire complètement. Je sais ce que vous allez me dire. Vous avez des douleurs aux genoux, vous avez des problèmes de dos. La marche vous fatigue. Messieurs, je comprends. Et c'est précisément pourquoi je vous dis 30 minutes à un rythme modéré. Pas 30 minutes d'effort intense, pas 10 km, 30 minutes de marche régulière à votre rythme, en vous arrêtant si vous en avez besoin. Fractionnez en 2 fois 15 minutes si nécessaire. L'essentiel, c'est la régularité. 5 jours sur 7, semaine après semaine, mois après mois.
Et si vraiment la marche est rendue difficile par des problèmes articulaires, envisagez la natation ou l'aquagym. L'eau prend en charge votre poids corporel, soulage vos articulations et vous permet d'exercer votre système cardiovasculaire et de maintenir une activité physique bénéfique pour vos reins sans douleur. Quatrième geste, contrôlez votre pression artérielle avec rigueur et régularité. L'hypertension artérielle est, avec le diabète, la cause numéro 1 d'insuffisance rénale chronique dans le monde. Et l'une des choses les plus insidieuses avec l'hypertension, c'est qu'elle est, comme la maladie rénale souvent asymptomatique dans ses premiers stades. Vous pouvez avoir une pression artérielle dangereuse pour vos reins sans jamais ressentir de maux de tête, sans jamais sentir votre cœur battre trop fort. Procurez-vous un tensiomètre automatique de bras, pas de poignet, de bras, parce qu'ils sont plus fiables. Mesurez votre tension le matin avant de vous lever, après 5 minutes de repos en position allongée. Mesurez-la le soir avant de dormir. Notez les valeurs dans un carnet. Et si vous constatez régulièrement des valeurs au-dessus de 130/80, consultez votre médecin. Ne banalisez pas. Ne vous dites pas que c'est parce que vous étiez stressé ce jour-là. Une tension régulièrement élevée est une urgence rénale que beaucoup de patients prennent à la légère avec des conséquences parfois irréversibles. Et si vous prenez déjà des médicaments anti-hypertenseurs, prenez-les exactement comme prescrit. Ne les arrêtez jamais brutalement. Ne modulez jamais les doses vous-même. La régularité du traitement anti-hypertenseur est fondamentale pour protéger vos reins sur le long terme. Cinquième geste. Éliminez ou réduisez drastiquement les anti-inflammatoires non stéroïdiens de votre automédication. Ce sont les médicaments que vous prenez sans ordonnance pour vos douleurs. Ibuprofène, diclofénac, kétoprophène, naproxène. Ces molécules, que vous pouvez acheter en pharmacie sans prescription, elles sont parmi les plus néphrotoxiques que vous puissiez ingérer. Elles réduisent bien le flux sanguin rénal, augmentent la pression intrarénale et peuvent provoquer une insuffisance rénale aiguë, même chez un individu au rein jusque-là sain, si utilisées régulièrement ou à des doses élevées. Si vous avez des douleurs chroniques, je vous entends. Les douleurs chroniques altèrent la qualité de vie de manière profonde et je ne banalise pas votre souffrance. Mais parlez à votre médecin de solutions alternatives. Le paracétamol, à doses adaptées et sous supervision médicale, est infiniment moins néphrotoxique. La kinésithérapie peut traiter de nombreuses douleurs musculo-squelettiques sans médicaments. Les techniques de relaxation, les étirements doux, la chaleur locale pour les contractures musculaires sont des alternatives qui préservent vos reins. Sixième geste, surveillez votre glycémie, même si vous n'êtes pas diabétique. Le prédiabète, cet état intermédiaire où la glycémie est légèrement élevée sans atteindre le seuil diagnostique du diabète, est extrêmement fréquente chez les hommes de plus de 60 ans et représente une menace sérieuse pour la santé rénale. Une glycémie chroniquement élevée, même modérément, endommage les petits vaisseaux des glomérules par un mécanisme appelé glycation, une sorte de caramélisation des protéines vasculaires qui les rend rigides et fragiles. Si vous n'avez pas fait de bilan glycémique depuis plus d'1 an, demandez à votre médecin une glycémie à jeun et, idéalement, une hémoglobine glyquée, HbA1c. Et si vous constatez une tendance à la hausse, agissez sans délai. La réduction des sucres rapides, des farines blanches, des produits ultra-transformés, combinés à une activité physique régulière, peut faire reculer un prédiabète de manière significative. Septième geste, dormez. Et je sais que cela peut sembler surprenant dans une vidéo sur la créatinine et la santé rénale. Mais le sommeil est l'un des piliers les plus sous-estimés de la santé rénale. Durant les phases de sommeil profond, vos reins régulent leur pression interne, leurs membranes cellulaires se réparent et les processus de détoxification se mettent en marche à plein régime. Des études publiées dans des revues de néphrologie montrent qu'un sommeil insuffisant, défini comme moins de 6 heures par nuit de manière chronique, est associé à une progression plus rapide de la maladie rénale chronique. Si vous souffrez d'insomnie, si vous vous réveillez plusieurs fois par nuit, si vous vous sentez épuisé le matin malgré 7 ou 8 heures passées au lit, parlez-en à votre médecin. L'apnée du sommeil, en particulier, est une cause fréquente et sous-diagnostiquée de dégradation rénale chez les hommes de plus de 60 ans. Chaque apnée est une micro-hypoxie, une petite privation d'oxygène qui stresse vos reins et vos vaisseaux. Traiter une apnée du sommeil, c'est souvent stabiliser une créatinine en hausse. Et maintenant, je dois vous parler des erreurs. Parce qu'il y a 3 choses que vous pouvez faire et qui, croyez-moi, peuvent accélérer la dégradation de vos reins d'une manière que vous ne soupçonnez pas. 3 erreurs que je vois commises encore et encore par des hommes intelligents, informés, qui pensaient tout bien faire. La première erreur fatale, c'est d'augmenter massivement votre consommation de protéines parce que vous avez entendu que c'était bon pour votre masse musculaire. La sarcopénie, la perte de masse musculaire liée à l'âge, est une préoccupation légitime chez l'homme de plus de 60 ans.
Et il est vrai que les apports protéiques jouent un rôle dans la préservation musculaire. Mais beaucoup d'hommes, sur les conseils de magazines de fitness, de sites internet, ou même parfois de professionnels de santé mal informés sur la question rénale, se mettent à consommer des quantités massives de protéines. Shake de whey, viande à chaque repas, eux en quantité industrielle. Et si votre créatinine est déjà légèrement élevée, si vos reins sont déjà fragilisés, cette surcharge protéique peut provoquer une augmentation brutale de la créatinine et accélérer la progression de la maladie rénale de manière dramatique. Je ne vous dis pas de ne pas manger de protéines. Je vous dis que si votre créatinine est élevée, vous devez discuter avec votre médecin de vos apports protéiques optimaux et ne jamais augmenter unilatéralement votre consommation de protéines animales ou de compléments protéinés sans avis médical. C'est une erreur qui peut avoir des conséquences graves et irréversibles. La deuxième erreur fatale, c'est de vous fier uniquement à la valeur brute de créatinine sans tenir compte du DFG, le débit de filtration glomérulaire. Beaucoup de patients viennent me voir avec leurs résultats d'analyse et me disent « Regardez docteur, ma créatinine est à 110, c'est presque normal. » Et ils ont techniquement raison, 110 micromoles par litre, c'est à la limite supérieure de la normale pour un adulte. Mais ce qu'ils ne regardent pas, c'est le DFG estimé, le EGFR, qui est calculé automatiquement par les laboratoires et qui tient compte de votre âge, de votre sexe et de votre corpulence. Or, chez un homme de 65 ans, un DFG de 60 ml par minute par mètre carré, ce qui peut correspondre à une créatinine de 110, signifie déjà une perte de 40% de la fonction rénale. 40% perdu en silence. Et la valeur brute de créatinine, elle, n'avait pas l'air alarmante. Demandez toujours à votre médecin ou à votre laboratoire de vous communiquer votre EGFR. C'est la valeur qui compte vraiment. Pour le EGFR supérieur à 60, c'est une zone de surveillance. Entre 30 et 60, c'est une zone d'action urgente. En dessous de 30, vous êtes dans un territoire qui nécessite un suivi néphrologue régulier et des décisions médicales importantes. Ces seuils, apprenez-les, mémorisez-les. Ils définissent la réalité de la situation de vos reins bien mieux que la créatinine seule. La troisième erreur fatale, elle est peut-être la plus douloureuse à entendre parce qu'elle touche à quelque chose que nous faisons tous, c'est de minimiser et de reporter. J'irai faire une prise de sang le mois prochain. Je vais réduire le sel, mais pas tout de suite. J'ai des invités ce week-end. Je commencerai à marcher quand il fera meilleur. Ma créatinine a un peu monté, mais je me sens bien. Alors je verrai. Messieurs, je vous dis ceci avec toute la bienveillance et tout le respect que je vous dois. Avec les reins, le temps n'est pas de votre côté. Chaque mois de négligence, chaque trimestre de comportement qui fragilise vos reins représente une perte fonctionnelle qui ne se récupère pas. Les reins n'ont pas la même capacité de régénération que le foie. Par exemple, quand un glomérule est détruit, il ne se régénère pas. Quand la fibrose s'installe dans le tissu rénal, elle est irréversible. Il y a agir maintenant, même par de petits gestes, même par les 5 noix dont je vous ai parlé aujourd'hui, même par l'ajout de 2 verres d'eau supplémentaires dans votre journée, c'est déjà infiniment mieux que d'attendre. La progression de la maladie rénale est ralentissable. Elle est parfois stabilisable. Elle est rarement réversible quand elle a atteint un stade avancé. Mais elle peut absolument être influencée, orientée, contenue par des décisions que vous prenez aujourd'hui. Ne reportez pas. Et je veux terminer par quelque chose de personnel. Dans 30 ans de médecine, j'ai vu des milliers d'hommes face à leur santé. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est que les hommes de votre génération en particulier, ont une capacité extraordinaire de résistance, de courage et d'adaptation quand ils comprennent ce qu'ils affrontent et ce qu'ils peuvent faire. Ce n'est pas la peur qui vous fera changer, c'est la connaissance, c'est la compréhension. C'est le fait de savoir que vous avez des outils dans vos mains. Vous avez maintenant ces outils, 5 noix, 7 gestes, 3 erreurs à éviter. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la médecine miracle, c'est de la biologie appliquée à votre quotidien. Ce sont des décisions simples, concrètes, à votre portée, que vous pouvez commencer à mettre en œuvre dès ce soir. Je crois en vous, je crois en votre capacité à protéger votre santé, à prendre soin de vous avec la même détermination que vous avez mise dans tout ce que vous avez accompli dans votre vie. Et si cette vidéo vous a été utile, si elle vous a appris quelque chose que vous ne saviez pas, je vous demande une faveur, partagez-la. Partagez-la avec un ami, avec un frère, avec un voisin qui vit seul, avec quelqu'un que vous aimez et qui mérite d'avoir cette information. Parce que la créatinine monte en silence. Parce que les reins souffrent sans se plaindre. Et parce qu'un homme informé à temps peut faire la différence entre une vie de qualité et une vie de dialyse. Partagez cette vidéo, ça pourrait lui sauver la vie.